Bonjour à toutes et à tous, Valentin Onfray avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le mercredi 12 septembre 2018 et excusez-moi pour ces 6-7 minutes de retard, hein, impossible de lancer de lancer GoToWebinar juste avant, problème technique. Bon, l'essentiel c'est que j'ai réussi à rejoindre, donc écoutez, on va pouvoir commencer ce point de marché. Bonjour à vous François, bonjour Didier, bonjour Raymond, j'espère que vous allez très bien. Edgy Lamek Ramsey que je salue également. Voilà, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, Franck, voilà. Merci à tous d'être autant présents, hein, et d'être aussi fidèles à ce point de marché, ça me fait très plaisir. Donc aujourd'hui, le focus majeur, c'est le livre beige de la Fed, le Beige Book, et le fameux keynote, pardon, plutôt la fameuse keynote d'Apple qui est attendue ce soir. Alors c'est pas un événement qui va faire évoluer le cours du dollar, mais voilà, en tout cas, les marchés actions vont être sensibles à la keynote d'Apple, puisque ça sera l'événement dont pardon, nous aurons des nouveautés sur les produits ou les services d'Apple. Donc le nouvel iPhone, peut-être un Mac, alors rien n'est attendu, un iPad, voilà. En tout cas, l'annonce de nouveaux produits, eh bien, est attendue ce soir lors de la keynote d'Apple. Et donc, ça va faire varier, hein, bien évidemment, le cours de l'action Apple et par conséquent, forcément, le marché action, les tech et le marché action américain. Bon, alors, tout de suite, l'avertissement égale sur risque, je vous invite à en prendre connaissance. Le trading a fait qu'effet levé, on fit toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors tout de suite, briefing d'actualité, au niveau de la guerre commerciale, on a la Chine qui va demander la semaine prochaine à l'OMC l'autorisation d'imposer des sanctions de 7 milliards de dollars par an aux États-Unis pour cause de non-respect par Washington d'une décision dans un différend concernant les droits de dumping américains. Le rapport de l'emploi Jolts, donc on a eu un excellent rapport d'emploi, en fait c'était le meilleur qui a été publié, donc le nombre d'offres d'emploi a augmenté plus que prévu à un niveau record de 6, vous voyez, près de 7 millions en juillet, contre 6,8 le mois précédent. Alors clairement ce chiffre, ces rapports de l'emploi, même avec le NFP, le taux de salaire, enfin le salaire horaire moyen, concrètement, ça prouve que il y a un marché de l'emploi extrêmement solide aux États-Unis, extrêmement solide, une conjoncture actuelle qui est plutôt bonne, même si la guerre commerciale n'est pas encore, on va dire, suffisamment importante pour menacer, on va dire, l'économie américaine ou même chinoise. Il y aura probablement un impact sur l'économie chinoise, mais à cette amplitude-là, hein, au niveau des 50 milliards de dollars de produits taxés. Sur l'économie américaine, il va pas avoir beaucoup, il va même avoir que très très peu d'impact finalement sur le marché de l'emploi. Donc on a une conjoncture actuelle qui est très très bonne, ça fait maintenant pas mal de mois, même il me semble 2 ans qu'il y a un plein emploi aux États-Unis. Donc voilà, on va dire que c'est un travail de fond qui s'est fait sur de nombreuses années et qui permet ces très bons chiffres de l'emploi, que ce soit au niveau de Jolts, du rapport Jolts, que ce soit du rapport NFP, que ce soit du salaire horaire moyen. Voilà, on a, on a un très bon marché de l'emploi. Au niveau du Brexit, on a le ministre des Finances britannique qui a annoncé que Mark Carney, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis Brexit, excusez-moi, c'est pour la Banque d'Angleterre, donc qui restera au poste de gouverneur de la Banque d'Angleterre jusqu'à la fin du mois de janvier 2020 pour aider à gérer les turbulences du Brexit. Pour rappel, si Bruxelles et Londres trouvent un accord sur le Brexit, le Royaume-Uni aura une période de transition de la fin mars de l'année prochaine jusqu'à fin décembre 2019, et donc en 2020, le Brexit officiellement devrait être fait après justement cette période de transition de 18 mois. Concernant l'ALENA, on a deux sources qui ont déclaré qu'Ottawa était prêt à offrir aux États-Unis un accès limité au marché laitier canadien. Pour rappel, il y a deux blocages entre les États-Unis et la Chine dans le cadre des renégociations de l'ALENA. Un, le Canada qui ne souhaite pas ouvrir son marché laitier aux États-Unis. Deux, le Canada souhaite
vous savez, cette commission d'études des différents commerciaux entre les trois pays de l'ALENA. Donc le Canada souhaite le maintien de cette commission, alors que les États-Unis souhaitent la suppression, étant donné que c'est simplement ça limite la souveraineté. Voilà, c'est l'argument en tout cas des négociateurs américains. Ça impacte la souveraineté des États-Unis. Donc voilà, il y a ces deux critères et a priori on aurait le Canada qui voilà ferait des concessions sur ce marché laitier alors que c'était dès le début des renégociations de l'ANA qui étaient en août 2017, donc il y a maintenant un peu plus d'un an, il y a 13 mois finalement. Donc depuis le début, le Canada était ferme sur cette décision de ne pas ouvrir, de ne pas donner accès à son marché laitier. Et concernant l'Australie, vous voyez que si c'est pas la guerre commerciale, finalement, c'est au sein même du pays, surtout les indices de confiance, qui sont des indicateurs entre guillemets leaders hein, des chiffres macroéconomiques. Donc, indicateurs de confiance de l'Institut de Melbourne et de Westpac Consumer Bank, qui a diminué de 3% à 100,5 points en septembre en raison d'une augmentation des taux d'intérêt hypothécaires, l'instabilité politique et les pressions budgétaires des ménages. Donc voilà, on a pas mal de facteurs qui font pression sur l'Australie. Globalement, ça vient du même, l'épicentre, c'est la guerre commerciale. La guerre commerciale qui fait impact sur les marchés émergents, donc qui fait pression sur l'Australie, puisque les marchés émergents, c'est quoi? C'est 80% l'Asie. Voilà, à peu près, 70-80% l'Asie. Et de par sa localisation, l'Australie est très exposée à ses partenaires asiatiques, donc qui dit pression sur les marchés émergents, dit moins de commerce, et donc voilà, on a déjà une pression sur les marchés émergents. Ensuite, on a la pression sur les matières premières, et ensuite, on a la politique. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, pardon, on avait un changement du Premier ministre en Australie. Donc, voilà, il y a eu pas mal quand même de turbulences en Australie, que ça soit que ça provienne de l'extérieur ou même de l'intérieur. Et voilà, finalement, les probabilités d'une hausse des taux de la RBA sont assez repoussées à mesure que la guerre commerciale s'intensifie. Donc voilà, l'AUD, parfaite candidat à la baisse. Et si l'AUD est en baisse, il y a de fortes chances que le NZD le soit également. Au niveau des chiffres, on a eu un marché action américain en hausse hier, Nasdaq 100 qui a pris 0,85%. On voit que le Russell 2000, les small caps ont sous-performé, alors qu'à l'inverse, on a le S&P qui a pris 0,37, donc les large caps qui ont progressé. Forcément, dès qu'on a un index Y qui baisse, c'est bénéfique pour les large caps, étant donné que ça booste, enfin, c'est synonyme de hausse des exportations, alors que le Russell 2000, justement, c'est les small caps, et qui dit hausse du dollar, eh bien, dit hausse des profits des petites entreprises. Ce matin, nous avons le rendement du 10 ans américain qui prend 3 points de base, donc on a une petite hausse du dollar, le yen qui est en hausse, le gold en baisse puisque le dollar est en hausse, forcément ça fait pression, le nickel, le Hang Seng dans le rouge. Donc on a ce matin en tout cas plutôt de la version pour risque, dollar yen en hausse, gold forcément en baisse puisque le dollar est en hausse, mais par contre on voit le marché action asiatique, Nikkei, Hang Seng dans le rouge. Et au niveau du calendrier économique, vous voyez les rendez-vous, donc emploi dans la zone euro à 11h, production industrielle également, à 13h, demande de prêt des États-Unis, le fameux stock de pétrole brut, et enfin 20h, c'est peut-être le rendez-vous le plus important finalement, livre beige de la Fed. Voilà, alors j'ai un tableau que je souhaiterais vous commenter. C'est une étude de corrélation que j'ai faite des devises majeures avec différents actifs sur 200 semaines, pas sur 200 jours, sur 200 semaines. Donc quand on vous dire que c'est sur du long terme, c'est pas des corrélations qui sont temporaires. Donc déjà, le premier point à savoir, c'est quand vous faites des corrélations, quand vous étudiez les corrélations à long terme, ça vous permet d'avoir des signaux de court terme. Parce que si par exemple on sait que à long terme la corrélation est négative entre, vous voyez, le CAD et le CRB index, enfin le CAD et le CRB pardon est positive, eh bien si demain à court terme la corrélation devient négative, eh bien ça sera un signal baissier pour le CAD, parce que c'est pas le CAD qui fait varier le CRB index, mais c'est le CRB index qui fait varier le CAD. Alors pour ceux qui ne savent pas, le CRB index c'est l'indice de référence des cours des matières premières.
pas seulement sur le pétrole, mais également sur les métaux ou sur les soft commodities comme l'agriculture ou l'élevage. Voilà. Le CRB Index, c'est l'indice de toutes les matières premières. Sauf que dans le CRB Index, il faut savoir que la plus forte composante, c'est le pétrole. Pétrole qui représente, il me semble, 25 ou 30% de l'indice. Donc forcément, qui dit hausse du pétrole, dit hausse du CRB Index. Voilà, donc ça c'est la première précision. Donc pourquoi ces corrélations sont utiles dans le trading? Parce que ça permet d'avoir des signaux à court terme. Si on a un inversement de la corrélation à court terme, eh bien on sait que c'est un signal, un faux signal finalement. Et ces changements de corrélation peuvent être dus, en fait, peuvent être provoqués fondamentalement par des craintes ou un excès de confiance. Et l'euro, alors, je souhaite commenter un petit peu la position de l'euro par rapport au MSCI Emerging Market. Pourquoi l'euro est la devise la corrélée la plus négativement au MSCI Emerging Market? Tout simplement parce que l'euro, c'est la composante qui influence le plus le dollar. Et puisque le MSCI Emerging Market est coté face au dollar, comme toutes ces autres devises, bah forcément, qui dit hausse du dollar dit baisse de l'euro. Et donc, qui dit baisse du MSCI Emerging Market. Mais finalement, c'est pas parce que l'euro baisse qu'on va avoir le MSCI Emerging Market qui va baisser. Et pareil, c'est pas parce que le MSCI Emerging Market va baisser qu'on va automatiquement avoir l'euro qui va baisser. Vous voyez que la corrélation entre l'euro, dollar, parce que ça c'est les paires, hein, les paires majeures, entre l'euro dollar et le DXY, 96%. Donc c'est normal que si le dollar baisse, on va avoir une hausse de l'euro, une hausse du MSCI, Emerging Market, et à l'inverse, si on a un dollar qui augmente, on va avoir l'inverse. Donc voilà, je serai prudent sur le fait d'utiliser cette corrélation comme toutes les autres avec le Gold, le Brent, surtout avec le Brent. Vous voyez, je serais très prudent d'utiliser cette corrélation entre l'euro et le MSCI Emerging Market, puisque en fait cette corrélation se justifie simplement parce que l'euro est corrélé au dollar et le MSCI Emerging Market réagit beaucoup face au dollar. Mais en soi, les deux n'ont pas de grands liens. Voilà. Ceci étant dit, il y a quand même une corrélation qui est positive. Donc c'est à noter quand même. Faut savoir que si le MSCI chute, l'euro va avoir une probabilité de hausse limitée. C'est pas impossible, mais c'est limité. Donc voici le tableau de corrélation. Je vous invite à le garder. Moi, je vais le développer un petit peu plus. Je vais rajouter d'ailleurs le DXY ici. DXY par rapport au MSCI Emerging Market pour savoir le poids finalement du dollar dans le MSCI Emerging Market, quelle est l'influence du dollar dans cet indice. Je vais également rajouter des devises émergentes comme le CNH, comme le peso mexicain, comme le tsar, comme la couronne sud-coréenne, etc., etc. Comme ça va être beaucoup plus intéressant et ça permet en fait de mieux comprendre les marchés financiers en fait. Et on voit que l'AUD corrélé positivement au MSCI Emerging Market, corrélé positivement au CRB Index. Alors là, le gold, j'étais assez surpris parce que finalement l'AUD-USD est corrélé qu'à 47% avec le gold. Donc c'est moins de 50. On va dire que 50 c'est le minimum pour exploiter une corrélation. Donc on voit que l'AUD-USD et le gold, sur 200 semaines en tout cas, il n'y a pas vraiment une corrélation qui est exploitable. Donc ça, j'étais assez surpris. Donc vous voyez, AUD corrélé quand même au MSCI et au CRB Index. Le CAD, qui est la devise la plus corrélée au CRB, mais c'est normal comme je vous dis parce que le CAD, qui dit CAD dit pétrole, et le pétrole c'est la composante numéro 1 dans le CRB. Et si vous voyez finalement le Brent, 78% avec le CAD. Faudrait que je fasse le WTI pour voir si c'est plus, mais voilà, en tout cas, qui dit baisse du CRB dit CAD qui va être sous pression. Le GBP, j'étais également surpris de voir le GBP corrélé positivement au CRB Index. Vous voyez, qui dit baisse du CRB va donc dire baisse du GBP. Et Yen, regardez ce qui est assez intéressant, Yen Gold, vous voyez, hausse du Gold, hausse du Yen. Les deux réagissent de façon similaire. Voilà donc pour ce tableau de corrélation. On va passer tout de suite à la revue des marchés. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je regarde un petit peu les premières questions qui tombent. Y aura-t-il un webinaire spécial Bechbook? Alors non, pas de webinaire spécial Bechbook parce que voilà, le Bechbook c'est pas une source de volatilité, à part si c'est vraiment quelque chose qui, enfin, le Bechbook annonce des comment dire des commentaires, un rapport inattendu, mais c'est pas le cas. Par contre, il y aura un rapport
il y aura un webinaire pardon, spécial Fed, donc le 26 septembre prochain. Pour la prochaine décision, qui devrait aboutir à une hausse des taux, il y aura un webinaire. Bon, justement par rapport au keynote, alors bonjour, pardon, Philippe. Justement par rapport au keynote de ce soir, pouvez-vous donner votre avis sur l'analyse graphique d'Apple et du Nasdaq, s'il vous plaît? A-t-on un léger rebond sur le Nikkei depuis le début de la semaine? Si vous avez le temps, une analyse de l'US brut léger en UT 1 heure et UT 15 pour du T-trading et aussi la statistique de 16h30. Très bien. Très bien. Bon, eh bien écoutez, on va commencer par le Forex. Je vais répondre au fur et à mesure. On va commencer par le Forex, les indices, les matières premières. Donc, tout d'abord, on fait un point, vous voyez, sur l'état des devises ce matin. Yen, CAD, USD bullish. Pourquoi le CAD surperforme dollar? Simplement parce que, comme je vous l'ai dit, on aurait les négociateurs canadiens qui feraient une concession sur le marché laitier, ce qui augmente la probabilité d'un accord de l'ALENA à court terme. Donc forcément, le CAD surperforme. Le yen, en tout cas, il faut retenir que le yen et l'USD sont haussiers. Et à l'inverse, les devises commodities et vous voyez NZD lead les pertes, GBP, CHF, euro, AUD en baisse. Sur nos indices, on a toujours très bien l'AUD qui est indiscutablement baissier, sous moyenne mobile à 200 jours, sous nuage Ichimoku. Est-ce que c'est le moment d'entrer à la vente? La réponse est non. Vous voyez que là on a l'AUD index et une zone intéressante d'un point de vue du prix pour entrer à la vente, c'est lorsque le prix évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. C'est simplement le milieu des bandes de Bollinger. Bande de Bollinger, c'est 20 jours avec deux écarts types, qui forment les bandes. Donc si cette moyenne mobile, si le prix évolue au-dessus de cette moyenne mobile, on a concrètement un prix qui est attractif. Mais à ce moment-là, il faudra savoir que si on a un prix qui est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on aura, à mon avis, des soupçons sur la guerre commerciale. Finalement, à mon avis, le ton sera moins menaçant entre les États-Unis et la Chine. Donc, il y aura des périodes de doute à shorter la UD au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Mais si on se fie qu'analyse technique, même si on a un retour au-dessus de cette moyenne mobile, on aura une opportunité de vente. Le NZD, pareil. NZD, dès que le prix revient au-dessus de cette moyenne mobile, prix assez intéressant pour passer à la vente. Combiné avec cela un stochastique, ça permet d'optimiser finalement son point d'entrée. Donc voilà. Au niveau de l'euro, donc on n'a pas eu le breakout, vous voyez au-dessus du récent sommet ici, le sommet de juillet finalement, il a été testé à de nombreuses reprises depuis ces dernières séances, mais on n'a pas eu de breakout au-dessus. Donc finalement, on a un euro qui est pour le moment sous résistance. Qu'est-ce qui manque à l'euro pour progresser? Alors, ça vient plutôt en fait finalement des marchés émergents, comme on l'a vu avec cette corrélation, parce que si on regarde le spread Italie, Allemagne, finalement, il est en baisse depuis le début du mois. Alors que l'euro index, depuis le début du mois, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il est en hausse, mais vraiment très léger. Il n'a pas dépassé ses sommets de juillet. Donc voilà, ce qui limite à court terme le potentiel haussier de l'euro, c'est la situation dans les marchés émergents. Si on a une respiration, si on a un petit rebond dans les marchés émergents, l'euro devrait progresser. Pourquoi? Parce que si on a un rebond sur les marchés émergents, c'est un regain concrètement d'appétit pour le risque de la part des investisseurs et donc l'euro devrait en profiter. Parce que si on a des flux qui partent du dollar vers les marchés émergents, ça veut dire baisse du dollar et donc mécaniquement l'euro remonte. Le GBP, on a une petite baisse, vous voyez, le GBP Index qui a buté sous cette moyenne mobile à 200 jours. Alors, est-ce que c'est inquiétant? Non, non, parce qu'on a eu un puissant momentum haussier depuis vendredi dernier. Donc, c'est normal qu'on a une petite phase de respiration. Au contraire, ça peut être interprété comme une opportunité pour se positionner à l'achat à un meilleur prix. Donc, voilà, finalement, on peut tenter de trouver des, des seuils de retracement pour se positionner à l'achat. Donc, par exemple, un retracement de 38% serait le premier seuil à à, à viser finalement. Donc, vous voyez, si on a un retour vers cette zone de prix, alors faut pas faire attention à l'échelle parce que c'est un indice et on peut pas le trader cet indice, donc ça sert à rien de mémoriser cette échelle. Mais concrètement, si on a un retracement de 38% de cette tendance, eh bien, on aurait un prix qui serait techniquement intéressant pour passer à l'achat sur le GBP. C'est d'ores et déjà le cas face à des devises commodities. Comme vous savez, l'AUD et le NZD sont des devises qui peuvent en fait
être shorté face à face à toutes les devises majeures, hein, que ce soit face au yen, face au dollar, face à l'euro, vous voyez, face au CAD même, hein. Face au CAD, l'AUD et le NZD sont des devises également possibles à shorter. Donc voilà, que ce soit GBP AUD, Euro AUD, CHF AUD, Yen AUD, AUD Yen, pardon, etc. Honnêtement, voilà, l'AUD c'est baissier. Et d'ailleurs, si on regarde rapidement notre Euro AUD, il continue progressivement sa hausse. Donc les 1,62 ont été atteints. Je vous rappelle, le second objectif c'est 1,6588. Mais on peut très bien venir encore plus haut que cette résistance. Donc si vous êtes à l'achat sur l'euro AUD, bon, on a une forte zone de résistance 1,6888 qui est, vous voyez, le sommet de 2015 et qui est un plus haut qui n'a pas été dépassé depuis, vous voyez, 2009 finalement. Mais tant qu'il y a une pression qui reste très, très concentrée sur la AUD et le NZD, eh bien, finalement, c'est fortement possible d'aller viser beaucoup plus haut. Donc voilà, l'euro UD c'est bullish, tout comme hein, l'euro NZD, si vous regardez, c'est la même tendance, hein. C'est la même tendance. Là, on vient chercher le plus haut de 2015, pareil, donc 1,80 à peu près, 1,79,97, vous voyez que c'est 1,80. Donc ça, c'est pour les prochaines séances, prochaines semaines. Et mais dans l'idée, on peut aller chercher beaucoup plus haut, comme les 1,86,67 qui étaient plus haut, vous voyez, intraday en 2015. Voilà, donc euro UDHA, euro NZDHA, GBP, on peut attendre le repli du GBP à court terme pour pareil se positionner à l'achat. GBP UD parce qu'il est assez haut quand même ce GBP UD, si vous regardez dans le journalier, il est extrêmement, enfin, vous voyez l'acheter à ce niveau de prix. Je me rappelle la semaine dernière quelqu'un suggérait l'achat sous les 1,8. J'avais enfin annoncé qu'il fallait attendre soit le retour au pivot mensuel, soit un breakout au-dessus des 1,8. Bon, on a eu le retour au pivot mensuel. Donc c'est parfait. Mais si on attendait le breakout au-dessus de 1,8, vous voyez qu'il était tellement important ce breakout, vous voyez beaucoup trop euh, haut par rapport au 1,8 que finalement, si on raisonne d'un point de vue ratio risque-rendement, ça ne valait pas le coup d'acheter après la clôture du breakout, même en mettant un stop sous le plus bas du même chandelier. 225 pips de risque, 327 pips de potentiel gain. Donc un ratio risque-rendement inférieur à 2, c'est pas vraiment intéressant. Par contre, si on rentrait au pivot mensuel, là par contre, on avait un niveau de prix extrêmement intéressant. Et vous voyez qu'il a parfaitement rebondi dessus, hein. Donc là, ce qu'il faut faire sur le GBP/UD, eh bien, c'est finalement que attendre un repli. Maintenant, attention, si vous êtes déjà à l'achat sur l'euro UD, sur l'euro NZD, faites attention de ne pas trop vous exposer sur l'AUD et le NZD. C'est-à-dire, n'achetez pas, ne vendez pas l'AUD et le NZD face à l'euro, au GBP ou au dollar, parce que finalement, ça reviendra simplement à accentuer votre exposition sur l'AUD et le NZD. Et si demain on a un rebond de l'AUD et du NZD, toutes vos stratégies seront perdantes. Donc faites attention de ne pas non plus trop shorter ces deux devises AUD et NZD, même si c'est face à des devises, face à un ensemble de devises comme l'euro, le GBP ou le dollar, faites attention. Ou même le yen. Choisissez une ou deux. À la limite, au lieu de, par exemple, imaginons, de mettre 10 lots à l'achat sur l'euro UD, vous pouvez très bien splitter cette position. Donc, par exemple, vous mettez ça sur 4 paires. Donc, 10 divisé par 4, ça fait 2,5. Donc, vous mettez 2,5 lots à l'achat, par exemple, sur l'euro UD, 2,5 sur l'euro NZD, 2,5 sur le GBP UD et 2,5 sur le GBP NZD. Ce qui va vous permettre d'un petit peu lisser les fluctuations intraday tout en gardant la perspective haussière sur l'euro, le GBP et la perspective baissière sur la UD, le NZD. Ça, c'est une méthode, on va dire, qui permet de diminuer un petit peu le risque. Certes, vous allez avoir potentiellement une moins bonne performance, mais tant que vous avez un ratio risque-rendement supérieur à 2, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Ça va pas affecter votre rendement si vous avez un ratio risque-rendement supérieur à 2 sur chaque trade. Et ça va vous permettre de lisser. Parce que finalement, si vous êtes à l'achat sur l'euro UD et qu'on a un mauvais chiffre de l'UE, eh bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une baisse de l'euro UD. Or, si vous êtes à l'achat sur l'euro UD, l'euro NZD, le GBP UD, le GBP NZD, ou alors
vente AUD USD, vente NZD USD, en plus de l'achat de l'euro AUD et de l'euro NZD, bien finalement, si vous avez une mauvaise statistique sur l'euro, c'est le dollar qui va augmenter. Et donc, en fait, ça va, comment dire, presque, je dirais, annuler l'effet négatif de cette mauvaise statistique. Et vice-versa pour une mauvaise statistique américaine. Ça viendrait, vous voyez, contrebalancer. Parce que si on a une mauvaise statistique américaine, l'euro-dollar monte. Donc finalement, vous voyez, il y a comme un équilibre qui se fait automatiquement. Ce qui vous permet de aplanir un petit peu votre courbe de performance. Maintenant, il faut être très vigilant avec ce genre de stratégie. C'est pas dangereux, mais en fait, c'est juste que disons que faut savoir gérer et la règle pour gérer cette stratégie, on va dire entre guillemets de diversification, parce que c'est pas vraiment la diversification. On vient pas limiter en fait le risque sur du long terme, on vient juste le diminuer sur du day trading, sur de l'intraday. En fait, ça vient en fait presque éliminer le risque, enfin les fluctuations intraday générées par les chiffres macroéconomiques. Donc la règle majeure pour exploiter cette stratégie entre guillemets de diversification, c'est simplement d'assurer d'avoir un ratio risque-rendement équivalent sur toutes ces positions que vous allez mettre en place. Donc, par exemple, si vous visez un ratio risque-rendement de 3 sur l'euro UD, assurez-vous d'avoir à peu près la même chose sur les autres trades que vous ouvrez en parallèle, sur par exemple l'euro NZD, le GBP UD ou la UD USD, etc., etc. Voilà, donc ça c'était un petit point, excusez-moi. En tout cas, j'espère que ça pourra aider certains. Parce que c'est vrai que, vous voyez, on a la UD qui est en baisse. On peut avoir des doutes sur bien évidemment sur du swing trading moyen terme. Cette stratégie est valable que sur du swing trading moyen terme. En day trading, ça ne sert à rien de faire cette stratégie. Mais sur du swing trading moyen terme, c'est vrai qu'on peut douter un petit peu si l'euro UD est la meilleure paire ou si c'est plutôt le GBP UD ou c'est plutôt la UD yen. Vous voyez, on peut hésiter, ce qui est normal. Et finalement, cette stratégie permet on va dire, d'éliminer ce doute en se positionnant un peu sur chaque paire AUD. Alors, est-ce que vous utilisez les volumes de chaque devise? Alors, la réponse est non. Pour faire des analyses, non, tout simplement parce que les volumes qui sont sur la plateforme IG, c'est les volumes d'IG, c'est pas les volumes de quelconque bourse. Vous voyez, il faut savoir que le forex c'est pas un marché centralisé. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de point central, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bourse comme un CRD, pardon, pour le CAC 40 où il y a tous les ordres qui sont passés à qui passent par un seul endroit et donc on a un carnet d'ordres, on a le nombre de volumes exact sur le CAC 40. Ce n'est pas le cas sur le Forex. On n'a que des estimations de volume d'un point de vue mondial qui sont générées chaque mois par la banque, la BIS, mais c'est que des estimations. Donc en fait, les volumes, on peut pas réellement les savoir sur le Forex. Vous pouvez avoir des volumes chez votre broker, les volumes correspondant à de votre broker, des volumes même sur des futurs, parce qu'on a des futurs sur les devises et donc là vous pouvez en avoir, mais finalement on n'a pas les volumes, euh, le volume global, pardon, de l'AUD sur toutes les places boursières, sur tout, vous voyez, non, ça n'existe pas, parce que il n'y a pas de place boursière qui centralise tous les échanges du dollar australien. Donc en fait les volumes sur le forex, est-ce que c'est pertinent? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que finalement les volumes que nous avons chez IG, est-ce que ça va être les mêmes chez un autre broker? Est-ce que ça va être les mêmes sur les futurs? Donc lequel est le vrai? Vous voyez, on ne sait pas réellement. Bon, les futurs, ça devrait être le meilleur parce que c'est là où il y a le plus de volume sur les futurs, mais encore une fois, il n'y a pas de référence. Alors que sur les marchés actions, sur les indices, sur les matières premières, là, on sait que il y a une place boursière où il y a tous les ordres qui sont regroupés à un seul endroit, et donc il y a une référence pour les volumes. Pour le forex, c'est différent. Donc non, je n'utilise pas les volumes pour le forex. Et il faut savoir que avec l'émergence des dérivés, même les volumes sur les spots, sur un marché action spot, perdent de plus en plus d'intérêt parce qu'il y a de plus en plus de volumes qui sont réalisés sur les dérivés. Et les dérivés ont des impacts sur les marchés spot. Voilà, donc je continue, pardon. Donc ce matin, en clair, c'est pour le forex, on continue à shorter la UD, le NZD, les devises européennes
haussière, même si ce matin elles ont un peu de mal à progresser. Voilà, c'est haussier. Le dollar, pareil, c'est possible de l'acheter face à l'UD ou l'NZD, mais encore une fois, à moyen terme, pour parler de l'euro-dollar ou du GBP USD, moi personnellement, tant que ce dollar USD est sous résistance, alors ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il a du mal à chuter, hein, ce dollar, vous voyez, qui teste cette oblique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, cette résistance, c'est tout simplement un canal baissier dans lequel le dollar index évolue depuis donc 2016, vous voyez, début 2016. Donc finalement, tant que ce dollar index évolue sous cette résistance, eh bien pour moi le ratio, enfin le potentiel à moyen terme se tourne davantage à la baisse qu'à la hausse. Maintenant, si la semaine prochaine on a 2-3 chandeliers au-dessus de cette oblique baissière, là par contre je reviendrai sur mes propos et on pourra très probablement invalider les stratégies haussières sur le dollar, haussières sur le GBP USD. Mais tant que ce dollar est sous résistance, honnêtement, d'un point de vue ratio risque rendement, je trouve ça beaucoup plus intéressant de shorter le dollar que de le payer. Donc voilà, l'euro dollar je reste haussier, le GBP USD je reste haussier. Et donc voilà, donc l'euro dollar, encore une fois, tout retour au pivot mensuel me semble être une stratégie, un point d'entrée plutôt intéressant pour passer à l'achat avec vous voyez, un risque sous 1,15. En dessous de 1,15, c'est concrètement invalidation de la stratégie. Donc voilà, on vient viser à court terme 1,1733 et dans l'idée, on vient chercher les 1,20. Pour le GBP USD, on est à 1,30, donc on a une bonne phase de repli. 1,30, ça semble être un point d'entrée assez intéressant pour passer à l'achat et viser donc les 1,3043 qui ont été déjà atteints, vous voyez, mardi, c'était l'objectif de la semaine, qui a été atteint grâce lundi, je vous rappelle, à l'information de The Guardian comme quoi Michel Barnier avait annoncé que un accord sur le Brexit pouvait être trouvé d'ici 6 à 8 semaines. Donc ça avait permis un rallye haussier du GBP et atteint notre objectif. Donc c'était un coup de chance, hein, pour le coup que ça soit atteint aussi rapidement. Mais bon, voilà, GBP vers 1,30, c'est assez intéressant. Même en intraday, vous voyez, parce qu'il tient, c'est 1,30 pour viser 1,3043, donc en intraday. Et en swing trading, on vient chercher la moyenne mobile à 100 jours, qui, je rappelle, est en orange sur ce graphique, vers 1,32. Et vous voyez que cette moyenne mobile coïncide très bien également avec la span B, la base du nuage d'Ishimoku. Donc là, on aura une très forte résistance vers les 1,32, vers le R1 mensuel. Donc voilà. Retour au pivot mensuel, point d'entrée très intéressant d'un point de vue swing. En day trading, je pense que les 1,30 sont suffisants. Et voilà, seuil d'invalidation, les 1,2773. Au niveau des indices boursiers, et on me demande donc pour Apple, que je vais commencer tout de suite. Voilà, Apple, journalier. Bon, tendance, hein, indiscutablement haussière. Rebond mardi. Bon, tout va dépendre de la keynote, mais à mon avis, ça va être il y a de fortes chances que ce soit bullish. En tout cas, on voit que le pivot mensuel a joué son rôle, hein. Là, encore une fois, vous voyez que ce pivot mensuel, il est assez intéressant d'un point de vue swing trading. Donc, pivot mensuel, c'est la limite de risque, c'est-à-dire que si on passe à l'achat maintenant, le pivot mensuel, enfin, la zone du pivot mensuel peut être utilisée pour placer un stop loss, Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais le mettre en hebdomadaire. Même pas, je vais l'enlever finalement. Non. Voilà. Donc, pivot mensuel pour placer son stop. Et enfin, les objectifs. Bon, bah, dans l'idée, c'est le R1 mensuel. En tout cas, on ne short pas une tendance qui est autant haussière. Peu importe les raisons que vous avez fondamentalement. Oui, Apple vaut plus de 1000 milliards de dollars. Oui, Apple, sa croissance commence à ralentir. Est-ce qu'elle va publier des meilleurs résultats, etc., etc. Il y a pas mal de questions qui se posent. Les attentes sont extrêmement importante sur les techs américaines. C'est pour ça que finalement la moindre déception, on a une chute de ces actions, à l'image de ce qu'on a connu sur Facebook lors du second trimestre. Rappelez-vous quand Facebook avait publié, non pardon, c'était fin juillet, excusez-moi, Facebook publie un nombre d'utilisateurs actifs par mois qui manquait 1 million, pardon, d'utilisateurs actifs par mois
qui manquait par rapport aux attentes. 1 million, ce qui n'est pas beaucoup, puisque le nombre d'utilisateurs actifs par mois de Facebook, il me semble, c'est aux alentours des 1,50, 1 milliard, 500 millions. Donc, c'est dans cet ordre d'idée. Donc, au final, 1 million sur 1 milliard 500 millions, c'est pas beaucoup. Et pourtant, ce simple million a fait décrocher Facebook de, alors, pour pas vous dire de bêtises, de, voilà, 20%. 20% en une séance. Souvenez-vous, c'était la plus importante chute en valeur absolue d'une action américaine. C'était, il me semble, 150 milliards de dollars qui s'étaient volatilisés. Donc voilà, les attentes sont extrêmement élevées sur les GAFA. Donc la moindre déception, c'est la baisse. Bon là, on ne devrait pas avoir finalement de déception importante puisque c'est pas des chiffres, c'est pas le profit qui va être publié, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est simplement l'annonce de nouveaux produits. Donc il y a peu de chances que on ait un décrochage ou une baisse importante. À part si finalement on a des nouveaux produits sans réelles innovations derrière. Là, par contre, on pourrait avoir Apple qui serait sous pression, mais le scénario d'une baisse de 10% ce soir ou demain me semble, je dirais pas impossible, mais très peu probable. Donc voilà, Apple, c'est haussier. Tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, vous voyez que eh bien, tendance à être haussière. Et finalement, ces retours à la moyenne mobile à 200 périodes, c'est des périodes de doute. Regardez un petit peu les réseaux sociaux. Dès que Apple chute un petit peu, dès qu'on a une entreprise comme Facebook, Microsoft, Google qui passe à la moyenne mobile à 200 jours, on a beaucoup de doutes sur les marchés actions. Il y a beaucoup de titres qui indiquent potentiel crack parce que on a les GAFA qui commencent à, à, à chuter. Or, on le voit, dès qu'on a un retour à moyenne mobile à 200 jours, on a le rebond qui se fait quelques temps après. Donc, encore une fois, même si imaginons on a un retour à la moyenne mobile à 200 jours, il y aurait très probablement des titres inquiétants sur Internet, comme quoi qu'on est à la veille d'un crack. Mais honnêtement, quand on voit une tendance comme ça, shorter le prix actuel, c'est presque finalement du suicide en trading. Hein. C'est même si on dépasse la moyenne mobile à 200 jours pendant quelques périodes, au final, si on regarde sur les dernières années, c'est finalement des opportunités d'achat. Donc voilà, finalement, on achète les creux sur Apple, c'est la stratégie à faire. Hein. Bien qu'il y a une capitalisation boursière extrêmement importante, voilà, le ratio PE est peut-être au-dessus de la moyenne. Voilà, je ne suis pas expert hein, de Apple, mais en tout cas, au niveau de l'analyse technique, c'est clairement haussier. Donc voilà, ne cherchons pas à shorter des tops. Je ne dis pas que c'est pas une stratégie, c'est pas intéressant de shorter des tops, mais peut-être que vous allez avoir raison à un certain moment, mais vous aurez raison après peut-être 10 stratégies perdantes. Donc, est-ce que ça vaut le coup de shorter des tops, que ce soit sur Apple, sur le Nasdaq, sur S&P, peu importe, une tendance haussière, ça s'achète. Une tendance baissière, ça se vend. Donc voilà, Apple, haussier. Apple haussier. Alors, je regarde toutes vos questions, il y en a quelques-unes. J'ai une idée pour un prochain webinaire éducatif, comment préparer le matin sa journée pour faire du day trading, quoi regarder comme actif. Exemple, est-ce que le Nikkei est intéressant, comment préparer ses graphiques, quelle corrélation regarder, comment sélectionner les statistiques les plus importantes à surveiller, et d'autres choses dont je n'ai pas idée. Très bien Didier, alors je vais essayer de préparer ça. C'est vrai que j'ai pas mal d'idées de webinaire éducatifs, c'est assez compliqué en ce moment d'en préparer beaucoup parce que pas mal de choses qui se passent de développement de projet, donc je vous cache pas que voilà, j'aimerais faire plus de webinaires éducatifs, j'aimerais même écrire plus d'articles éducatifs parce que c'est vraiment finalement ce qui me semble le plus intéressant à apprendre à trader finalement. Et mais je vous cache pas que c'est assez compliqué en ce moment. Donc j'essaierai de faire mon mieux, mais je vous promets pas quand est-ce que je pourrai vous faire ce webinaire éducatif. Mais j'essaierai de le faire probablement la semaine prochaine ou en tout cas dans quelques semaines. Tu devrais faire un sondage entre les acheteurs et vendeurs sur euro-dollar. Alors, finalement, il y a le sentiment, hein. Il y a le sentiment IG ou le sentiment de plein d'autres hein, brokers ou de statistiques. Sentiment, voilà, c'est un indicateur contrarien. Alors, je souhaite donner mon commentaire sur le sentiment IG. Il y en a, je vois beaucoup de commentaires qui disent ah vous voyez les traders particuliers sont perdants, mais sachez que les indicateurs de sentiment, que ce soit particulier ou non, sont des indicateurs contrariens.
sont des indicateurs contrariens. Donc ceux qui disent que vous voyez les clients sont perdants, oui d'accord, mais en même temps les sentiments des professionnels sont utilisés comme des indicateurs contrariens également. Un excès d'optimisme de la part des professionnels sur les marchés actions, c'est un signal négatif et vice versa. Donc le sentiment de IG, c'est oui, c'est pour les clients, c'est le sentiment des clients, mais en soi, ça diverge pas vraiment des sentiments des professionnels qu'on peut avoir des indicateurs dans les journaux. Donc voilà, ça c'est la réponse que je donne au sentiment. Le sentiment d'IG est assez pertinent. Donc le sentiment qui est disponible sur cette page, vous allez sur DailyFX, la page d'accueil, vous descendez un petit peu et là vous avez sentiment client, vous cliquez dessus, vous avez euro-dollar, GBP USD, USD Yen, voilà, tous ces actifs. Vous pouvez afficher par tableau et là vous avez les signaux. Voilà. Maintenant, attention par contre, le sentiment sur Bitcoin, honnêtement, je ne l'approuve pas. Je ne l'approuve pas parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment, je pense, comment dire, ce marché n'est pas assez suffisamment développé pour avoir un sentiment qui est pertinent. Donc voilà, moi personnellement, le Bitcoin, c'est finalement la seule donnée du sentiment que je ne recommanderais pas d'utiliser. Certes, là, en ce moment, il a raison, mais finalement, le Bitcoin, les acheteurs, ils sont dominants depuis extrêmement longtemps. Depuis extrêmement longtemps. Donc c'est pas forcément, comment dire, le sentiment du Bitcoin, c'est pas forcément le plus utile. Hein. Alors je reviens pardon à l'analyse technique parce qu'on a quand même pas mal discuté. Donc on a parlé d'Apple, je vais parler du Nasdaq. Nasdaq qui est finalement l'indice à surveiller pour les marchés parce que finalement c'est les valeurs tech qui empêchent, qui permettent à Wall Street de ne pas reculer, hein, qui permettent à Wall Street d'inscrire des nouveaux records. Sans les techs, eh bien S&P plutôt eh bien qui serait peut-être pas dans le même état que les indices européens, mais en tout cas n'inscrirait probablement pas des nouveaux records. Donc Nasdaq, moyenne mobile à 100 jours en verte, en 50 jours pardon, en verte ici. Donc autant vous dire que cette moyenne mobile est extrêmement importante parce qu'on a eu un rebond sur celle-ci le 29 juin, le 30 juillet, et là on est à nouveau dessus. Donc voilà, si vous voyez on a un avalement haussier ici, donc potentiel signal d'achat avec un stop sous récent plus bas pour viser le récent sommet. Ça fait un ratio risque rendement inférieur à 2 je pense. Alors on va se mettre en 4 heures. « 118 points de risque pour 183 points de gain. Ça, c'est l'objectif minimum. Mais encore une fois, le Nasdaq, peu importe, oui, les indicateurs macroéconomiques et plutôt microéconomiques qui sont alertantes sur en fait le niveau de valorisation, etc. des marchés à actions américains, sur la probabilité d'une récession américaine qui s'accentue au fur et à mesure de l'aplatissement de la courbe des taux américaine, peu importe les arguments, tant que la tendance est haussière, on se positionne à l'achat. Je vous rappelle que vous tradez le prix. Lorsqu'on trade, on trade le prix et on ne trade pas la courbe des taux ou on ne trade pas les chiffres PMI ou peu importe. Donc, tant que le prix est orienté à la hausse, c'est dans ce sens qu'il faut se positionner. Encore une fois, je déconseille moi de shorter des indices qui sont haussiers ou de payer des indices qui sont baissiers finalement. Donc voilà, Nasdaq c'est haussier, donc ne cherchons pas à shorter les tops. Je trouve ça beaucoup trop risqué. Encore une fois, peut-être vous serez gagnant dans quelques temps, mais avant d'être gagnant, vous aurez très probablement 5, 10, 15 stratégies qui seront vendeuses. Donc est-ce que vous allez compenser vos pertes avec une stratégie gagnante? Je ne sais pas, je l'espère, mais cette stratégie me semble pas gagnante d'un point de vue statistique. Donc là, finalement, la meilleure stratégie à faire sur le Nasdaq ou le S&P, c'est d'acheter les creux tant que la tendance est haussière. Et la tendance, elle est à la hausse puisque le prix est au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours qui est en noir ici. Donc, stratégie haussière, on peut avoir des signaux également donnés par le stochastique, vous voyez, les croisements. Et donc, 7690, c'est le premier objectif, mais finalement, on voit que les records sont dépassés presque tous les mois. Donc, voilà, on peut très bien viser le R1, voire le R2, etc., etc. À noter que le R2 mensuel correspond aux 8000 points. Donc, 8000 points, seuil psychologique majeur.
on pourrait avoir quelques prises de bénéfices. Je ne dis pas qu'on aura un moins 10% sur le Nasdaq, c'est possible, mais encore une fois, tant qu'on n'a pas de signaux baissiers, eh bien, bien voilà, vous voyez que ça sert à rien de shorter finalement le Nasdaq. Autant acheter les pullbacks. Et d'ailleurs, vous voyez que dès que le cours revient entre cette moyenne mobile à 20 jours en bleu et 50 jours, on a finalement une zone qui semble attractive depuis le début de l'été. Donc voilà, là on est à nouveau dedans, on y ressort, donc on peut avoir un signal haussier jusqu'à des nouveaux records. Regardez ici, prix qui est dans cette zone, nouveau record. Voyez, on dépasse l'ancien sommet, ici. On dépasse l'ancien sommet, breakout. On repasse dans cette zone, donc on a un top ici, nouveau record. Etc. Donc voilà, je ne sais pas si ça va être le cas, encore une fois, lors des prochaines séances. Mais encore une fois, si on se base au niveau de l'analyse technique qui correspond à l'analyse des prix passés pour tenter de prédire l'action du prix futur, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire actuellement, c'est acheter les pullbacks sur le Nasdaq ou même sur le S&P. Donc moi, je suis haussier sur les marchés actions américains tant qu'ils n'émettent pas de signaux baissiers. Bien que les marchés américains soient les seuls à continuer à marquer des nouveaux records. Tous les autres marchés, que ce soit en Europe ou marchés émergents, sont en baisse. Je vous dis franchement, la première fois que j'ai vu cet indicateur, je me suis demandé si IG ou FXM ne se moquaient pas un peu du monde, nous dit Raymond. Alors je comprends votre ressenti. Maintenant, si vous regardez un petit peu les indicateurs sentiments des professionnels, comparez-le avec le sentiment IG ou FXM et vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, finalement, les indicateurs de sentiment des professionnels ne sont pas disponibles au public généralement, sont très compliqués à avoir. Et puisqu'il y a une certaine corrélation assez importante entre le sentiment des professionnels et le sentiment des particuliers, finalement, le sentiment, oui, c'est un peu choquant au début peut-être de voir le sentiment IG, parce que voilà, c'est les sentiments des clients, mais finalement, il ne diverge pas beaucoup de celui des professionnels. Donc voilà, ça vous permet d'avoir des informations qui sont quand même assez importantes. À noter par contre que une stratégie de trading automatique sur un sentiment peut ne pas être une bonne stratégie. Finalement, le sentiment, ça va vous aider à connaître le sentiment des investisseurs. Le sentiment des investisseurs. Donc, en fait, ça va vous permettre de construire une opinion sur du moyen terme. Si on a une majorité de vendeurs de pessimistes, pardon, le S&P, ça renforce la perspective haussière. Et en fait, c'est simple. Regardez, imaginez tous les clients sont acheteurs sur le S&P. Donc, il faut savoir que dans la théorie des marchés, les clients, les particuliers sont les moins bien informés des marchés financiers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des webinaires, des webinaires pour informer les marchés, enfin les clients. Mais ceux qui suivent pas finalement les webinaires, ceux qui suivent pas les articles, c'est compliqué pour eux probablement d'être informés des marchés. Donc en fait, dès que ces particuliers sont tous haussiers, qui va faire monter le S&P beaucoup plus haut? Qui va le faire monter plus haut? Qui va acheter le S&P pour le faire progresser? Eh bien, il n'y a plus personne, puisque si tout le monde est haussier sur le S&P, il y a très peu de chances que le S&P continue à progresser. Donc voilà, c'est dans ce sens en fait qu'il faut utiliser le sentiment. C'est dès qu'on a trop d'excès sur le sentiment, là, il y a peut-être un bottom ou un top qui est signalé. C'est vraiment comme ça qu'on utilise les indicateurs sentiment, que ce soit le sentiment IG, le sentiment, peu importe quel sentiment, même que ce soit professionnel ou pas. Dès qu'on a trop d'optimisme, c'est généralement en amont d'un top. J'essaierai de faire un article éducatif et même un webinaire éducatif sur ce sujet pour que vous compreniez peut-être un petit peu plus, parce que c'est peut-être mal interprété ce sentiment. Encore une fois, on ne joue pas sur la perte ou le gain d'un client. C'est pas parce que voilà, le client perd qu'il faut passer à l'achat. Pas du tout. Et d'ailleurs, faut pas le voir comme ça. En fait, vous pouvez remplacer finalement par majorité d'acheteurs par majorité d'optimistes. Voilà. Si on a trop d'optimisme, c'est probablement qu'on a un top. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera à le voir dans ce sens. Et pareil, dès qu'on a trop de positions short sur le S&P,
eh bien on est probablement, enfin c'est une tendance haussière parce que finalement, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'essence, du moteur, enfin des gens qui peuvent acheter ce S&P. Par contre, lorsque on a, encore une fois, imaginons 80% des traders qui sont à l'achat sur le S&P, qui va le faire monter plus haut ce S&P? Voyez, parce que les indicateurs sentiments, c'est très très surveillé, hein. On n'en parle pas beaucoup. Moi, dans mes articles, je n'en parle pas beaucoup parce que c'est plutôt réservé sur l'analyse de long terme, hein. Les sentiments, c'est pas fait pour du day trading, mais les indicateurs de sentiments, c'est surveillé, c'est extrêmement surveillé, hein. C'est vraiment des indicateurs qui sont autant surveillés que le RSI, par exemple, sur du long terme. Donc voilà, dès qu'on a un sentiment trop élevé, c'est pas le moment de rentrer à l'achat sur le S&P ou sur tout autre indice. Alors, voilà, exactement. Didier qui nous dit, il faut pas voir le sentiment comme un indicateur, mais comme une information complémentaire. C'est exactement le cas. Bon, je vais passer, excusez-moi, sur rapidement, je vais terminer ce point de marché parce que je vois qu'il est déjà 9h57 et on n'a pas fait les indices européens ni les matières premières. Donc, rapidement, euh, Chine sous pression encore ce matin, MSCI Emerging Market de même. Donc, marchés européens qui vont être également sous pression. Les replis, les rebonds pour moi, des indices européens sont des opportunités pour les shorter. Donc là, si par exemple on a un rebond jusqu'à 3340 pour l'Eurostoxx, en swing trading, ça se vend. Là, on voit ce matin qu'on a un euro-dollar en légère baisse, le brut, le Brent qui sont en légère hausse. Nous avons le spread qui prend 4 points de base et on a le MSCI Emerging Market, donc EEM, ticker EEM, qui rebondit mais qui a ouvert avec un gap baissier. Rebondit mais avec un gap baissier, donc nouveau plus bas sur emerging market. Donc en fait on a probablement une respiration d'intraday puisqu'on a eu quand même pas mal, regardez, de séances consécutives de baisse sur ce MSCI. 1, 2, 3, 4, 5 séances consécutives de baisse. Donc c'est normal qu'on ait un rebond, qu'on ait un léger rebond. Maintenant, est-ce que c'est comment dire un signal pour se positionner à l'achat? Est-ce que c'est un signal indiquant qu'on a fait un bottom de moyen terme sur le CAC? Je ne pense pas. Encore une fois, tant que cette tendance est baissière, on va avoir un marché action qui sera sous pression. Donc voilà, c'est possible qu'on ait, et c'est même fortement possible qu'on ait un rebond ce matin. Et d'ailleurs, vous voyez que bien qu'on ait une hausse de ce spread, Italie-Espagne, finalement, c'est parce qu'on a le MSCI Emerging Market qui rebondit qu'on a le CAC qui est en hausse. Parce que normalement, si le spread Italie-Espagne, Italie-Espagne, Italie-Allemagne augmente, c'est synonyme de pression sur les marchés actions européens. Mais on voit que finalement, on a plus de corrélation. Enfin, les indices européens sont beaucoup plus corrélés aux marchés émergents que à ce fameux spread à court terme. On l'a vu en début de semaine, hein, la corrélation entre le stock 600 et le MSCI Emerging Market est supérieure que le stock 600 avec le spread Italie-Allemagne. Donc voilà, plus que le spread Italie-Allemagne, bien qu'il soit important, il n'est pas du tout inutile, hein, mais plus que le spread Italie-Allemagne, c'est la tendance de ce MSCI Emerging Market qui va être très important pour les indices européens tout au long finalement de ces tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et les États-Unis et l'Europe. Parce que la façon dont les tensions commerciales comment dire entre les États-Unis et la Chine se évoluent donne un petit peu une idée de comment ça pourrait se passer entre les États-Unis et l'Europe. Si on a clairement un blocage du côté de Washington envers la Chine, si on a Washington qui ne veut en fait qui veut tout ou rien avec la Chine, c'est-à-dire soit un accord gagnant pour Washington ou soit pas d'accord, eh bien ça va donner un petit peu une idée de ce que Washington attend de l'UE au niveau de ses voitures justement européennes. Donc finalement, si Washington est extrêmement exigeant envers la Chine, il y a de fortes chances que Washington soit extrêmement exigeant avec l'Europe. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a cette corrélation qui est importante et de plus en plus importante entre les marchés européens et le MSCI Emerging Market, parce que finalement les deux ont un point commun, c'est la politique commerciale de Donald Trump. Donc voilà, CAC, Eurostoxx 3340, zone de pullback. Si on revient à cette zone, ça sera un niveau de prix plutôt intéressant pour passer à la vente. Le DAX, le niveau équivalent, c'est les 12 100 points. Donc c'est possible qu'on a cherché ce niveau-là. En tout cas, tant que ce MSCI rebondit à court terme, je dis bien, eh bien c'est possible d'envisager un rebond des marchés actions.
Mais dès que ce MSCI repartira à la baisse, eh bien, encore une fois, ça sera une opportunité de vente. D'ailleurs, vous voyez, stochastique commence à se croiser. Donc, on va peut-être finalement avoir un rebond dans ce genre, hein, c'est-à-dire lors des prochaines séances, un rebond. Et ensuite, le cours va revenir au-dessus du segment immobilier à 20 jours. Le stochastique va se recroiser à la baisse et ce sera reparti pour des nouveaux plus bas sur le MSCI et sur les indices européens. Donc voilà, il faut beaucoup surveiller ce MSCI, Emerging Market. CAC, l'équivalent, ah bah vous voyez, on est déjà revenu, c'était 5322. Donc là, on a un rebond. Donc finalement, seuil de Fibonacci, plus haut, plus bas, 38, 50%. Donc vers les 3350 en fait. 3350, zone potentiellement intéressante pour passer à la vente. Alors je ne dis pas qu'il faut shorter automatiquement les 3350, mais à surveiller. Cette zone de prix, d'un point de vue statistique, Fibonacci, hein, les 50% de retracement, c'est la zone la plus probable de renversement, de reprise en fait de la précédente tendance. Donc cette zone-là, ça sera surveillé parce que c'est la zone la plus probable de prise de bénéfices de la part des investisseurs et donc de retournement baissier. Et pour les matières premières, donc l'or sous pression, pourquoi? Eh bien parce qu'on a, vous voyez, un dollar bon, DXY qui est à plat, mais qui était assez fort vous voyez, ce matin, si on se met en 1 heure. Vous voyez, on avait une hausse cette nuit. Bon là, on a une baisse depuis l'ouverture des marchés européens, mais voilà, on a un dollar qui reste assez fort comme on l'a vu sur notre dollar index, ce qui fait pression sur l'or et ce qui en fait permet d'avoir une opportunité haussière, parce que finalement l'or, entre l'euro-dollar et l'or, qui sont les devises les plus corrélées négativement au DXY, enfin les devises, les actifs les plus corrélés négativement au DXY, eh bien, à l'inverse de l'euro, l'or n'a pas rebondi. Il n'a pas rebondi sur l'équivalent des 1,15 de l'euro-dollar. Vous voyez, l'euro-dollar, il avait bien rebondi au début du mois et même en la fin de semaine dernière. L'or n'a pas rebondi. Donc en fait, l'or est en retard par rapport à l'euro. Il est à 1196. Donc là, on a un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat sur du court moyen terme. Court moyen terme, oui, si on envisage une baisse du dollar. Encore une fois, dollar index, US dollar index équipondéré, hein, c'est pas le DXY. Tant que ce dollar est sous résistance, honnêtement, la perspective me semble beaucoup plus baissière sur le dollar à court et moyen terme que haussière. Et donc, par conséquent, l'euro a une perspective haussière, mais également l'or. Parce que si le dollar baisse, l'or monte. Donc là, on est sur un niveau de prix plutôt intéressant qui offre un ratio risque-rendement convenable, je dirais, avec un stop sous le récent plus bas. Stop sous le récent plus bas, vous voyez en fait en dessous du S1 hebdomadaire, hein, vers les 1187, 1185, c'est le support. En fait, ce support, il est ici, vous voyez, 1183. Donc 12,69, 18,75, donc ratio risque-rendement inférieur à 2. Donc on peut attendre finalement une nouvelle baisse vers les 1190. À 1190, on a un risque de 7,98, donc 8 pour 23,74. Donc là, on a un ratio risque-rendement qui passe de 3, hein, simplement en achetant à 1190. Donc voilà, moi je suis aussi sur l'or, l'euro, le GBP, tant que on a ce dollar index équipondéré qui est sous résistance. Si demain ce dollar index passe au-dessus, et même, enfin plutôt demain, s'il y a quelques séances au-dessus de cette oblique baissière du dollar, j'invaliderai ma stratégie, mes perspectives haussières sur l'or, sur l'euro, sur le GBP. Voilà, tout dépend, en fait tout se joue pour les devises majeures euro-dollar, GBP, USD et pour l'or, tout se joue sur cette oblique. Enfin, à cette oblique. Si on a un franchissement, signal baissier sur l'or, signal baissier sur l'euro, signal baissier sur le GBP. Si on a un repli, et c'est pour le moment le scénario privilégié tant que le cours est sous cette résistance, eh bien on a hausse de l'or, hausse de l'euro et hausse de la livre. Donc voilà. Alors je réponds rapidement aux questions. Donc quand il est indiqué signal haussier, on doit vendre, nous demande Raymond pour le sentiment. Mais écoutez, j'aurai l'occasion de faire un webinaire éducatif, mais en conclusion, sentiment, ça vous permet de savoir quel degré d'acheteur et de vendeur. Donc ça veut dire en fait, c'est surtout l'excès qui est important à surveiller. Si on a trop d'acheteurs sur le S&P, qui va pousser le S&P plus haut? Eh bien, il y a beaucoup moins de chances que le S&P continue à progresser.
parce qu'il y a plus personne qui peut l'acheter, puisque tout le monde est déjà positionné à l'achat. Et à l'inverse, si tout le monde est vendeur sur le S&P, qui va continuer à le shorter sur S&P, puisque tout le monde est vendeur, vous voyez. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Désolé, mais il y a quelques temps, on avait proposé de commencer la séance par les indices, qu'on a fait quelques mois, mais plus le cas depuis lors. Y a-t-il une raison? Alors non, il n'y a pas de raison. Enfin, en fait, il y a une raison pour laquelle je ne commence pas par les indices, enfin que je ne préfère pas commencer par les indices. Après, si vous êtes plusieurs à me demander commencer par les indices, je peux me fixer commencer par les indices. Simplement que c'est daily FX. Et moi personnellement, mon marché préféré, mon marché qui me semble le plus intéressant, c'est le marché du forex, daily FX, enfin FX pour forex. Voilà, donc la particularité des FX, c'est surtout le forex, parce que finalement les marchés actions et les indices, ça se retrouve un peu partout, hein, finalement tout le monde en parle. Voilà, donc c'est dans cette optique que je commence, enfin c'est pour cette raison que je commence par le forex. Maintenant, si vous êtes une majorité à demander de commencer par les indices, ça ne me pose aucun problème de commencer par les indices. Voilà, mais voilà, c'est pour ça que je commence pas. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais satisfaire tous les auditeurs, tout le monde, mais ça semble être voilà, compliqué. Donc, je préfère raisonner par majorité. Écoutez, si vous voulez, chers auditeurs et auditrices, que je commence par les indices, dites-le moi et euh, et voilà, je verrai ce que je peux faire. D'ailleurs, je vais lancer voilà un sondage pour les prochains webinaires pour la semaine prochaine. Commençons par les indices ou par le forex et à la fin de la semaine prochaine, nous ferons le récapitulatif et nous prendrons une décision à la suite de ces réponses. Voilà, donc merci pour votre attention, j'espère que ça a été clair. On a pris beaucoup de temps à discuter. Excusez-moi pour ces 7 minutes de retard au début du point de marché. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente journée. Soyez prudents sur le marché. Je vous rappelle, livre beige de la Fed publié ce soir à 20h heure française. C'est le rendez-vous majeur de la part des investisseurs. Et je vous dis donc à demain matin, même heure, 9h pour mon prochain point de marché.